Ok, donc bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler d'un retour d'expérience en gros sur comment sur notre projet, grâce à la CI/CD, on est arrivé à accélérer le temps de déploiement des fonctionnalités, de les emmener à partir du moment où le développeur commence à coder jusqu'au moment où ça se retrouve déployé, comment on est arrivé à accélérer ce temps au maximum. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis tech lead dans une société qui ne fabrique pas des avions. Et je travaille surtout sur une data pipeline, donc une pipeline de données. En gros, pour résumer, on convertit des CSV en tables de base de données. Donc il y a pas mal de travaux qui se passent derrière tout ça. Mais c'était la principale mission qu'on m'avait donnée. Et comme on est arrivé à automatiser pas mal de choses là-dessus, ça nous a ouvert pas mal de liberté, de temps libre pour pouvoir un peu travailler sur l'IA. Et donc, voilà, je vais vous présenter un peu ce sur quoi on a travaillé par la suite. Donc là, je vais vous raconter une histoire que vous avez déjà tous vécue. Vous êtes en rétro-agile et le PO vous dit bon là, on commence à mettre de plus en plus de temps à livrer. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire pour livrer plus vite? Parce que ça prend trop de temps. Et donc on se pose tous ensemble, tous les devs. On sait que c'est pas de notre faute. De toute façon, c'est jamais la faute des devs. Et on se rend compte, ah oui, un petit truc avant, je ne vais pas vous présenter comment on code plus vite avec l'IA, parce que ça, vous savez sûrement déjà tous le faire. Je vais vous montrer un peu comment on a travaillé avec tout ça. Mais en tout cas, on utilise l'IA pour générer notre code, et donc je vous ferai référence à ça par la suite. Et donc si vous ne le faites pas, je vous invite à vous aider de l'IA pour coder, c'est pas mal. Donc, je reviens sur notre problème. Nous, on détecte qu'en fait, le problème, c'est le process. C'est toujours le process qui bloque et qui ralentit la mise en prod. Donc, les trois choses qu'on a identifiées, c'est notre pipeline de CI/CD, en gros, qui prend du temps parce qu'on a des tests qui sont interminables. Et on a, au moment de mettre en prod, on a certaines actions qui sont manuelles parce qu'il faut aller déposer un fichier dans un truc ou il fallait activer une option parce qu'on a toujours fait comme ça et qu'on ne voit pas pourquoi on changerait. Donc, première chose, c'est ces déploiements manuels qui bloquent, ces déploiements qui prennent du temps. Les actions manuelles aussi, des fois, on se les rate, et donc il faut recommencer le process une ou deux étapes avant. J'en vois qui hoche la tête. Et donc, c'est ça aussi qui ralentit les livraisons. Deuxième point, c'est les code reviews que jamais personne n'a envie de faire. Et donc, ça traîne, ça s'accumule, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui s'y colle, et il ne fait pas ça par idée de cœur, et puis en gros, c'est des gros trucs énormes qu'il n'a pas envie de regarder. Troisième chose qui bloquait, c'est la documentation. Quand on est dans des grosses boîtes, en général, il faut documenter un peu ce qu'on a fait pour avoir un suivi. Et malheureusement, très souvent, ça devient obsolète, cette documentation. Donc, voilà, c'est les trois points sur lesquels on a travaillé et que je vais vous présenter ici. Donc, la première chose, c'était notre pipeline de CI/CD. Donc, elle est assez simple. On a une première phase de quality gate, donc c'est analyse de code statique. On va vérifier s'il y a des problèmes de sécurité au niveau des leads utilisés. Ensuite, on va rouler nos tests unitaires ou intégrés. Ensuite, on va construire nos images Docker. Et ensuite, on va les déployer. Donc, c'est quelque chose d'assez standard. Donc, ça, c'était comme ça avant, ça allait encore aujourd'hui. Mais ça ressemblait à ça. Vous n'avez pas spécialement besoin de voir tout le détail, je vais vous l'expliquer vite fait. Ici, on a les analyses statiques. Ici, on a les tests, tests unitaires et tests intégrés. Et ensuite, là, c'est le déploiement dev. Ça, c'est le déploiement en cal, en pré-prod, en prod, avec toujours des fois, il faut faire un clic manuel pour lancer le déploiement parce qu'on n'a pas envie que ça parte tout seul en prod. Donc ça, c'était notre pipeline au début. Là, je l'ai recréé pour la présentation. Et chaque job, elle fait une seule chose, elle fait un print auto. Et donc pour printer 26 totaux, ça prend, pour les envoyer jusqu'en prod, ça prend 7 minutes 45 sans avoir à cliquer à la main. Donc juste instancier les jobs GitLab et tout. Donc 4 minutes 30 pour envoyer en cal, c'est-à-dire on fait sa feature, on veut l'envoyer au testeur. Juste printer des totaux, c'est 4 minutes 30. Forcément, vous avez des tests qui durent plus longtemps, vous avez plus de code, des images Docker plus complexes à construire. Dans la vraie vie, ça prenait beaucoup plus que 4 minutes 30. L'autre chose aussi, c'est que quand on a créé cette pipeline-là, on était des dev back-end, donc on a mis les options de base. Donc, ce job-là, il va démarrer que quand ces trois-là ont démarré, et celui-là, il va démarrer que quand lui a démarré.
Donc le truc vraiment séquentiel, mégalon, ça n'en finissait jamais. Et dernier truc où on n'a pas été bon sur ce coup-là, c'est que on buildait des images ici, là, dev, cal, pré-prod, prod, on buildait notre image 4 fois par environnement. Et donc, je vous expliquerai par la suite, mais en fait, c'était pas du tout une bonne chose. En gros, tu es censé builder son image une seule fois et injecter des paramètres d'environnement. Comme ça permet de builder l'image qu'une seule. On peut spoiler la suite. Donc, voilà. Première chose qu'on a mis en place, c'est de paralléliser nos tests. Donc là, en gros, on avait un job de test unitaire, un job de test intégré. Si votre job il prend 20 minutes, ben, les étapes suivantes, elles sont bloquées pendant 20 minutes. Donc, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a identifié parmi nos tests lesquels pouvaient être lancés en même temps. Et donc, au lieu d'avoir un job de 20 minutes, par exemple, on va en faire 4 de 5 minutes. Et bon, si on compte le temps pour instancier le job, on va passer à 5 minutes 30, 6 minutes maximum. Mais c'est-à-dire qu'au lieu que notre étape de test elle dure 20 minutes, ben, elle durait plus que 6 minutes parce qu'il y avait les 4 jobs qui roulaient en paramètres sur 6 minutes. Donc ça, c'était le premier gain de temps. Deuxième chose, ordonnancement intelligent. Donc on a buildé, je vais revenir à l'étape d'avant, voilà, l'image Docker, elle était de dev. Les deux images Docker, elles étaient buildées uniquement quand les tests de dev étaient passés. Sauf qu'en fait, les tests, on va dire que les tests ici permettaient de builder cette image-là et les tests ici permettaient de builder cette image-là. Et au final, on a utilisé l'option needs. Alors ça, on était tombé dessus, on ne connaissait pas, j'espère que vous la connaissez. Mais ça permettait de dire quand ce test-là a été terminé en succès, tu déclenches ce job-là avant d'avoir à attendre que celui-ci se termine. Et donc, ça nous a permis de déclencher plein de jobs très rapidement. Ici, on a des jobs d'infra, de Terraform, en gros. Donc, tout ce qui est TF-Lin, TF-Plan, en gros, ça, direct, dès qu'on commit, tous ces jobs de TF-Plan et Lin peuvent démarrer, tous les tests peuvent démarrer. Et donc, je le remontrerai après l'option Needs. Je montrerai après. Dernière étape, c'était les règles de branche. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous voyez, là, il y avait énormément d'étapes pour n'importe quelle branche. On ne se posait pas la question de c'était une branche de prod ou quoi. Il fallait juste dire, attention, la branche du dev, tu ne cliques pas sur le bouton deploy prod. Et donc là, on s'est posé et on a établi des règles vraiment bien définies pour dire, voilà, quand c'est une branche de feature, elle roule les tests uniquement et on peut l'envoyer que jusqu'en cal. Donc ça, c'est une branche de feature, quand on pousse du code sur notre branche de feature, en gros, on va builder une image Docker et on peut rouler les tests. Et l'image, on va la déployer sur l'environnement de dev et c'est tout. Et notre pipeline va être assez courte puisque pour une branche de développeur, de feature, il n'y a que quelques étapes. Par contre, quand notre branche elle a été validée, elle a été testée, on va squasher cette branche dans la branche développe et automatiquement, ça va se déployer dans l'environnement de Calif et notre QA va pouvoir tester le code et automatiquement, dès que quelqu'un squash sa feature dans la branche commune, ça va s'accumuler et ça sera des choses que le testeur pourra tester. Et une fois que notre QA il est satisfait de la branche de développe, on va faire un rebase de développe dans main et là, tout ce que ça va faire, c'est que ça va réutiliser, on va rebuilder l'image quand même, mais automatiquement on va la déployer en pré-production et on va se garder l'action manuelle de la déployer en prod parce qu'on ne veut pas que ça parte tout seul en prod au moment où on ne veut pas. Je reviens vite fait sur l'option Needs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc par exemple sur nos jobs de Terraform, de planification, on met le Needs qui dépend de aucun job précédemment. Donc c'est-à-dire que dès que vous allez committer, votre job il va se lancer. N'importe quel job qui aura cette ligne-là. Par contre, un Terraform Apply, il a besoin de ce job-là de Terraform Plan Dev avant de se lancer. Donc le Terraform de Dev va avoir besoin du plan de Dev, le Terraform de Calif va avoir besoin du plan de Calif. Donc ça, c'était les stratégies de déploiement par branche. Et donc notre pipeline, elle est un peu plus courte. Ici, on a accumulé on a découpé tous nos jobs de test. Ici, donc, dès qu'on push, on a ce job-là, tous ces jobs-là, tout cela, infra, dev et cal, qui vont se lancer tout seuls. Et il n'y a plus que ces deux jobs-là de build d'image Docker qui vont être dépendants des tests qui les concernent. Et les deploys, ils vont être dépendants de l'image du job de planification.
Donc là, on avait nos tests qui sont aussi découpés. On ne build plus qu'une seule image Docker ici. Alors, moi, ouais, ici, c'est le build des images, ici, c'est l'infra. Et au final, avec cette nouvelle pipeline-là, on a beaucoup moins de totaux, mais en gros, au final, on a 1 minute pour envoyer notre feature jusqu'en cœur. Donc, ça nous a pas mal aidé. Ça nous a pas mal aidé en gros à accélérer et au niveau de la pipeline. Dès qu'on avait un bug en prod, en gros, ça a été beaucoup plus simple de renvoyer du code jusqu'en prod parce qu'en gros, on n'avait pas à se refaire toutes les étapes pour la retester, tout ça. La deuxième partie, deuxième problème, c'est là où on a commencé à avoir un peu d'IA, c'est les code reviews qui stagnaient. Donc, comment ça se passe dans notre boîte? On est en safe, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, c'est de la grosse agilité à l'échelle. Et donc, on a 4 sprints de 3 semaines où on va coder du feature, on va créer de la valeur, plutôt, comme on dit. Et on a un sprint d'innovation. Et là, c'est un peu, vous êtes libre, certes, on prépare les prochains sprints, mais on est un peu libre pour faire un peu ce qu'on veut. Et donc, on entendait parler d'IA et tout ça, de LLM et compagnie. Donc, en gros, on s'est pris en mode, on va faire de l'IA, sur quoi on peut l'adapter. Et on savait qu'on avait ce système de code review qui nous prenait la tête là. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne va pas utiliser l'IA pour faire les code reviews à notre place ou au moins les accélérer. Et donc, pendant ce sprint d'innovation, on est parti là-dessus, sur un petit bout de code tout simple en fait. Première étape, on crée un GitLab, un wrapper sur l'API GitLab, et puis on lui passe en paramètre un project ID, une merge request, et on lui dit à ce wrapper-là, va me chercher tous les changements de code de cette merge request. Il y a un call API qui fait ça très bien. On récupère les changements. Ensuite, on va instancier un LLM, enfin, on va mettre un wrapper autour d'un LLM. Donc là, dans cet exemple-là, j'ai pris Gemini. Au boulot, c'est plutôt du Claude avec un LLM proxy. Et on lui envoie la review avec un prompt tout simple en lui disant voici les changements d'une merge request. Tu es un expert en code review Python. Fais-moi la code review et tu me sors le retour en Markdown. On récupère les commentaires et ensuite on rappelle notre wrapper sur GitLab. On lui fait supprimer les derniers commentaires en gros et on lui fait poster une nouvelle merge request sur le projet donné dans la code review donnée avec les commentaires qu'on a récupérés de l'IA. Et donc ça donne à peu près ça. Donc là j'étais un peu déçu de Gemini parce que c'est moins fan. Claude il fait des petits... je vais essayer de zoomer un peu. Claude il met des emojis, mais il y a un peu d'humour et tout ça. Bon je pense qu'il faut tweaker son prompt. Mais voilà, donc là il nous sort, là en gros j'ai fait une merge request, donc j'ai refait le projet du bot de code review et je l'ai fait auto-reviewer le code que j'avais écrit. Et donc voilà, il fait un résumé général, il prend certains fichiers, il va expliquer ce qu'il y a dedans, et puis vers la fin, il va dire ok, est-ce qu'il y a des... En tout cas Claude le fait beaucoup mieux, global, voilà, séquence là, excellent pour le flux de travail, diagrammes clairs et concis. Donc en gros, on a toute une explication. Ouais, là, il ne le fait pas. Mais des fois, il met même une note sur la merge request en disant 7 sur 10 peut faire mieux. Il n'y a pas les félicitations du jury. Mais celle-là est un peu costaud aussi. Mais après, j'avais envoyé pas mal de code, je crois. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc, on est dans ici GitLab. Je suis sûr que ça marche aussi pour GitHub. On est dans une merge request de GitLab. Et en gros, donc on voit les activités, les commits et tout. Et automatiquement, il allait poster un nouveau commentaire en gros dans la merge request. Et donc ça, je récupère ma présentation. Voilà. Donc ça, c'est ce bout de code-là qui fait ça. Donc en tant que tech lead, je ne l'ai pas dit, mais c'est moi qui me claquais la plupart des code reviews parce que j'avais personne envie de le faire. Donc je m'étais fait ce bout de code-là. Il m'aidait déjà à dégrossir le truc et ensuite je faisais des retours aux personnes. Et je me suis fait démasquer. Et donc on m'a dit, ah il est cool ton truc de code review, est-ce qu'on pourrait pas en faire un job dans GitLab? Est-ce qu'on pourrait pas l'avoir nous? Donc j'ai décidé d'en faire un job dans GitLab, dans la GitLab CI. Et donc la ligne la plus importante, je ne sais pas si je peux la zoomer, voilà. C'est celle-là en gros où je fais tout simplement dans mon job un Python
J'appelle mon fichier Python, je lui passe, ça c'est des variables de GitLab natifs, je lui passe la CI/CD et la merge request. Et là, je ne sais pas si j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça c'est les fameuses rules pour dire quand, dépendamment de la branche dans laquelle je suis, j'effectue certaines actions. Et donc là, la règle c'est tu exécutes ce job uniquement quand tu es dans le cadre d'une merge request. Donc automatiquement, cette variable-là, elle est remplie. Elle est passée en paramètre à mon script qui va aller récupérer le code, l'envoyer au LLM, etc. Donc voilà, ça c'était cool. Donc automatiquement, tout le monde, dès qu'il postait dès qu'il crée une merge request, en gros, il avait quasiment immédiatement une revue de son code. Et ça, c'était assez intéressant. La troisième étape, c'est que donc on est safe, c'est-à-dire qu'on est une équipe parmi d'autres dans le train. Et donc on a présenté ça et tout le monde était en mode ah ouais, nous aussi on le veut. Donc l'étape d'avant, c'était j'avais commité le fichier Python dans mon projet et tout. Et là je m'étais dit mais merde, si tout le monde le veut, il faut que j'envoie le fichier par Teams à tout le monde avec des clés machin. Donc l'option ça a été d'en faire un composant GitLab. Donc c'est une option à cocher et ce qui a permis en gros de... C'est un peu plus compliqué que juste cocher une option. Mais ça permet de rajouter juste ces 4 lignes-là à la pipeline des autres équipes, où on leur passe donc le token GitLab, un token API LLM Proxy, donc en gros c'est un token qui permet de se connecter à un LLM. Et j'ai rajouté l'option de choisir le modèle parce que grâce à LLM Proxy, nous on peut choisir est-ce qu'on demande à ChatGPT, à Claude, à Mistral pour faire les reviews. Donc, dépendamment du choix des équipes, ça va leur laisser la possibilité de choisir le modèle. Il y a une nouvelle version qu'on veut publier, on peut laisser le choix du prompt aussi. Comme ça, s'il y a des équipes qui ne font pas spécialement du Python, elles pourraient spécialiser leur prompt sur des technos, ou même l'équipe infra pourrait dire tu es un expert en Terraform. Les avantages, je vais commencer à le dire. Retour immédiat pour le développeur. Il push, il a une première code review, donc il peut déjà commencer à retravailler son code avant d'avoir à l'envoyer au tech lead. Simplification du travail du reviewer. Donc le reviewer, il va arriver en gros après 2-3 itérations et son rôle, ça va plus devenir de l'arbitrage sur les recommandations parce que l'IA, tu peux lui pousser 20 fois du code, 20 fois il aura des commentaires à te faire sur le truc. Donc à un moment, il faut savoir où s'arrêter. Et donc c'est en discutant entre le tech lead et le dev, on dit ok, non, ça là il pousse un peu trop, le boulot est bien comme ça, on peut y aller comme ça. Le bonus, je ne l'ai pas eu à faire, j'ai pas ce cas-là dans mon équipe actuelle, mais par le passé, le moment de la code review, c'était un peu le moment des règlements de compte. Et ça pouvait être assez violent, enfin, c'était un peu chaud ce moment-là. Ça allait de toute façon, pose ce que tu veux, je repasserai derrière pour tout refaire et tout ça. Donc c'est pas de la super ambiance dans l'équipe. Là, l'avantage, en gros, c'est que le truc, il est neutre, c'est une machine qui fait le commentaire. Donc il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de bienveillance. Enfin, tu peux améliorer, changer ton prompt pour justement dire si c'est machin qui commit, tu le défonces ou quoi. Mais en règle générale, les gens prennent les commentaires parce que ça ne vient pas d'une personne donnée. Ils savent que ça fait des commentaires sur le code et pas sur la personne. Des fois, il y a plus de bienveillance. Sur le code, ouais. Ouais, mais il y a quand même des trucs. Bienveillance d'un IA que certains. Oui, ça c'est sûr. Enfin, l'IA va te mettre des commentaires. Ah oui, ça c'est bien fait, machin. Très peu de devs qui mettent un commentaire de quand tu as vu. Ouh là, magnifique. Donc voilà, des très bons avantages. C'était ces fameux commentaires un peu assez neutres. Donc là, on a résolu 2 de nos problèmes. Le dernier, la documentation. Ça, c'était donc c'est encore grâce aux API qu'on a pu déjouer ça. Donc, j'en parlais au début, on utilise plusieurs outils pour nous aider à coder. Donc, nous, on est sur PyCharm. Donc, on a Juni qui met un peu du sien sur PyCharm. On a Gemini aussi avec Cloud Code qui est aussi intégré à notre IDE parce qu'on est sur du GCP. Et on a aussi un outil à l'interne à qui on peut poser des questions. Mais quand on fait générer du code, ça je pense que c'est une stratégie des LLM, c'est que non seulement ils génèrent le code, mais pour grappiller quelques tokens, ils mettent à jour aussi les readme et la doc. Et donc
par chance, on a la doc qui est très souvent un jour maintenant sur nos projets quand on utilise l'IA pour coder. Mais le problème, c'est que notre PO, lui, il ne lit pas la doc dans notre README, il la lit sur le Confluence. Et donc lui, il voudrait que en gros, à chaque fois qu'on modifie notre code, on aille mettre à jour aussi les diagrammes de séquences, les diagrammes associés sur le Confluence. Donc le Confluence, c'est notre base documentaire. Ça peut être, quand je dis Confluence, vous pouvez entendre Notion ou autre. Dans notre cas, la chance qu'on a eue, la parenthèse, c'est que l'API a été bloquée, c'est que donc il y a une API sur cette base documentaire. Et en gros, on a créé des jobs, un job de CI/CD qui va permettre de lire le README et qui va aller l'uploader direct dans une page Confluence donnée. Donc, pour le texte, c'est assez simple, puisque c'est du texte qui est repris. Mais pour les schémas, ça commence à être compliqué parce qu'on fait chacun nos schémas avec l'outil qu'on aime bien. Il y a du... j'ai plus les noms en tête, mais en gros des trucs où tu crées la boîte et tout en click avec du clic. Draw.io. Ouais, Draw.io. Et sauf que ça, il a du mal à le comprendre, l'IA, et en gros il ne va pas te générer un schéma en Draw.io. Mais par contre, on a utilisé du PlantUML. Je vais rezoomer. PlantUML, et ça c'est du texte. Et donc, les LLM, ils savent écrire du texte sans problème. Et donc ça, je vous le montrerai plus tard. Mais en gros, j'ai créé un prompt qui dit, voilà, crée-moi un schéma, un diagramme de séquence qui va aller, et c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, qui va aller dans GitLab, qui va aller récupérer les changements d'une merge request, qui va aller les envoyer à une IA, qui va récupérer les commentaires et qui va reposter ces commentaires dans GitLab, dans la merge request. Donc c'est à peu près, on arrive à peu près à lire ce que c'est. On voit les trois participants, GitLab, le script Python, l'IA de code review, et on voit les flèches. Et ça, ce texte-là, ça génère ce schéma-là. Donc en gros, l'IA automatiquement, en fait, en plus d'écrire ton code, elle peut te générer tes schémas, tes diagrammes de séquence. Une fois que tu as commencé, elle peut aller les mettre à jour puisqu'elle les connaît, les a déjà fait. Et donc, notre workflow pour la documentation automatisée, c'est que le job de CI/CD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire ton README, il va détecter dedans, tu as un bloc de PlantUML, il va aller le convertir en format de la page Confluence, parce que Confluence ne peut pas lire le format PlantUML, ça marche avec des macros. Donc il va détecter, ah ça c'est un bloc de PlantUML, il y a aussi d'autres blocs qui détectent, mais il va en gros convertir tous les blocs qu'il ne connaît pas, et ça c'est pas le LLM qui va faire ça, c'est du code Python pur. Il va convertir ça en format Confluence, ensuite il va les publier grâce à l'API de Confluence sur une page donnée, et au final notre PO il est content, il a sa page, même si au final il ne la lira pas. Mais au moins on peut dire que la doc est à jour. Un peu de code, on va résumer, assez simple. Le bout de code qui va aller lire un fichier README, le truc que tout le monde sait faire. Là, c'est là où il y aura un peu d'intelligence humaine qui a été générée par l'IA forcément. Alors, on va convertir le README en format Confluence et ensuite on va aller uploader notre page Confluence avec le contenu qui a été généré ici. Et voilà. Et voilà, ça donne à peu près ça. Donc à gauche, on a notre README. J'essaie de masquer un peu les infos pour pas que c'est filmé tout. On a le fameux diagramme de séquence et les différentes sections du petit README. Et ici, on a notre page Confluence. Alors, donc au début, on ajoute une macro ici pour dire attention, c'est une page générée par un job. Ça ne sert à rien de le modifier à la main parce que ça sera écrasé au prochain déploiement. Et donc, on va retrouver le même schéma et les mêmes, en gros, le contenu du README qui était dans notre projet Git. Et donc voilà, grâce à ce job de CI/CD, automatiquement, donc là on a mis la règle sur la branche développe. Donc dès que quelqu'un pousse quelque chose sur la branche développe, on va aller lire le README et on va aller mettre à jour la documentation sur le Confluence.
Et donc, toujours la même histoire. Donc là, le bout de code, c'était aussi pendant un sprint d'innovation. Et donc là, les autres équipes ont un job aussi. On veut faire la même chose chez nous. Et donc là, comme on a plusieurs mini-projets, plusieurs Cloud Functions dans un même projet, chaque Cloud Function a son fichier README. Donc là, tout simplement, on appelle autant de fois qu'il faut le petit script GitLab to confiance expector.py, le nom du fichier à copier, le titre de la page et l'ID de la page qu'on veut mettre à jour. Et, voilà. Et là, la règle, c'est uniquement quand on commit sur la branche développe qu'on va aller faire ça. Donc, l'IA, dans ce cas-là, elle est juste pour générer la doc. Elle n'est pas du tout dans le process d'aller coder, d'aller mettre à jour la page. En conclusion, donc on a eu la problématique, c'était vous livrez pas assez vite en gros. Donc on est arrivé à avoir une boucle pour aller relivrer des features quand il y avait des problèmes en prod beaucoup plus rapidement grâce aux tests qui sont parallélisés, aux images Docker qu'on buildait plus qu'une fois et en enlevant toutes les étapes manuelles en fait, en automatisant tout ça. Les codes review qui étaient automatisés, donc en gros, au lieu qu'il y ait plusieurs allers-retours entre le dev et le tech lead, c'était plus une négociation à la fin entre qu'est-ce qui est pertinent parce que l'IA retournait ou pas. Et la doc qui se mettait à jour toute seule parce qu'elle a été en gros générée par l'IA au moment où on avait fait la feature. Donc voilà, les trois gros bloquants qu'on avait, donc qui n'étaient pas du code à la base et qu'on est arrivé à automatiser sur ce projet-là. J'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la presse. Alors tu parles de revue de code et donc l'IA qui observe les changements de ce qui a été modifié, mais du coup il ne regarde pas la cohérence globale du fichier par exemple. Non, il regarde juste les changements eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un humain à la fin pour voir si en fait le code qui a été créé répond bien aux besoins du Jira à la base. Ouais. Ce sera peut-être une étape qu'on verra plus tard. S'il y a une certaine homogénéité aussi dans le code qui a été écrit. Ouais, non, ça il va pas le checker. Mais par contre, là où il est super bon, c'est si vous faites du copier-coller. Je pense pas que ça arrive ici, hein, dans ça. Mais si vous copiez un truc en dev, en cal, en pré-prod, il va te dire là, tu as mis PPR, alors ton fichier il s'appelle K, je pense que tu as un problème de copier-coller. Et ça, donc faut vraiment aimer. Il va te mettre juste une petite ligne quelque part dans la code review. Donc il faut être attentif à tout ce qu'il dit dans la review. Mais pour toutes les erreurs d'inattention, il est super bon pour ça. Donc il y a ça, et aussi là où il est bon, c'est sur les trucs de sécurité. Il va dire tiens, tu as mis ton secret ton dur, tu as mis ton machin, il faut que ça passe par une variable d'environnement. Il va même te dire, donc il check du Terraform chez nous, donc il va te dire là tu as ajouté tel rôle, mais c'est un rôle admin, est-ce que tu es sûr qu'il a vraiment besoin d'être admin ce rôle-là pour le truc. Donc il va vraiment te faire challenger comme un check lead, en gros, te poserait des questions. Donc ça enlève pas, ça déresponsabilise pas le développeur de quand même aller vérifier la revue de code. Parce que sinon on pourrait se dire, bon, bah, c'est fait, après tout, il sait ce qu'il fait, il a sa connaissance et je me détache un peu cette code review, j'espère que ça va aller un peu plus parce que de toute façon, il y a Après, c'est la responsabilité du reviewer en théorie. Nous, quand il y a un bug, qu'il y a un code, c'est à la fois le reviewer et le développeur qui sont concernés par le truc. Donc, moi, perso, par exemple, dans notre projet, on a un projet de web app et je ne sais pas faire de front, mais moi, personne d'autre sait faire de front dans l'équipe que celui qui est en train de développer. Et donc là, ça m'aide énormément parce que là, il va spotter un truc en disant tiens, dans ta balise, tu as 2 fois classe, le truc que j'aurais jamais vu moi-même. Et donc, c'est comme ça que ça permet d'échanger. Donc, le dev, lui, de base, il sait qu'il ne va pas livrer beaucoup de merde parce que le truc va backuper. Enfin, va lui faire des retours, mais c'est pas... bon, il y a des choses qui peuvent passer parce que si tu lances ta revue 3 fois, la 3e fois, il va peut-être voir un truc qui t'a pas dit sur les 2 fois d'avant aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même la lancer aussi plusieurs fois. Il n'est pas infaillible, c'est le mot que je cherchais. Donc, il y a forcément besoin d'un humain aussi à un moment donné. Mais l'humain non plus, il n'est pas infaillible. Si tu reçois une code review avec 50 fichiers modifiés, c'est sûr qu'il va laisser passer des choses, quoi. Et j'en profite, un truc qui est pas mal en gros, c'est que, donc je parlais d'LLM Proxy au début,
j'ai créé des clés par projet. Ça me donne une idée là, en y réfléchissant. Des clés par projet, elles ont un montant dessus. On a mis 30$ par exemple sur la clé. Et donc les mecs qui font que des code reviews, leur clé va arriver à terme assez rapidement. C'est tous les mois que ça se renouvelle. C'est à peu près, on va dire, je dirais autour de 5 centimes la code review à peu près. Donc ça dépend de la taille de l'équipe de branche. Et donc plus tu vas lancer le bot de code review, plus ton quota va se réduire. Et au bout d'un moment, tu seras obligé de les faire à la main si tu te lâches trop. Et ouais, j'étais en train de me dire en fait, peut-être assigner les clés aux développeurs pour qu'ils fassent un peu plus gaffe à combien ils utiliseraient. Et puis tu as des modèles qui coûtent moins cher que d'autres. Là, nous, on utilise là aujourd'hui Claude 4 parce qu'on n'a pas encore 4.5 sur notre LLM proxy. On avait une vraie différence de 3.5 à 3.7, puis 3.7 à 4. Mistral, par contre, il coûte beaucoup moins cher, mais on ne l'a pas vraiment testé parce qu'on est assez satisfait avec Claude et on n'est pas encore arrivé à dépasser les quotas avec Claude. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, de mettre des limitations sur la clé pour pas que ça soit illimité, ça peut être une bonne chose pour se limiter. Ouais. Moi, je me demandais pourquoi mettre le code au niveau de la code review, pourquoi ne pas laisser des développeurs qui sont en charge de la feature d'utiliser l'IA pour faire sa review lui-même et faire le merge après, quoi. Parce que le développeur en gros ferait qu'il dise voilà, j'ai changé tel endroit dans le code. J'ai reposé la question. La question c'est pourquoi ne pas laisser au développeur la possibilité de faire lui-même sa code review et de passer par une CI/CD. C'est ça la question. Non, ce que je disais c'est qu'avant de faire la merge request, pour faire la code review, le développeur aurait pu utiliser l'IA que vous avez là pour faire lui-même sa merge review du code s'il a spoté des erreurs ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça, avant de faire la merge request pour que quelqu'un la review. Le problème, c'est que le reviewer qui relie le reviewer, il va passer après. Mais en gros, ça permet de le mettre dans la code review, dans la merge request. Ça permet de limiter uniquement au code qui a été modifié. Parce que tu ne veux pas renvoyer tout le code du projet à chaque merge request. Tu veux envoyer juste la différence de code. Sinon, ça coûterait très cher en token. Et là, la merge request, si tu renvoyais tout ton projet, déjà, tu aurais plein de commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que tu viens de faire. Et donc ça, les développeurs, enfin, c'était pas moi avant, c'était pas moi, c'était déjà là, je touche pas à ça. Et est-ce que c'était ça la question? Oui, en fait, ce que je veux dire, clairement, c'est que les diffs ouais. là, c'est possible de les avoir avec des diffs par exemple. Ouais, mais ouais, donc tu ferais que le dev, il s'extrait un fichier juste avec ses diffs et qu'il l'envoie en local sur son poste, c'est ça? Je sais pas, mais lui, il s'en occupe. Bah là, en gros, on a fait un job pour pas qu'il ait à s'en occuper, quoi. Parce que le dev, il est feignant, je sais pas si vous étiez au courant, mais s'il peut s'éviter d'extraire une diff dans un fichier et de l'envoyer dans son truc. Là, au moins, c'est direct, c'était un petit job dans la pipeline. Ce job-là, oui, je ne l'ai pas précisé, mais il est manuel. Il ne va pas se déclencher à chaque fois. Sinon, à partir du moment où le dev il ouvre une merge request, chaque fois qu'il push du code, la code review se lancerait. Et à chaque fois, ça changerait, il perdrait la code review d'avant parce que pour ne pas avoir des dizaines de code review qui s'empilent, on supprime la dernière et on en remet une nouvelle à chaque fois. Ça répond peut-être un petit peu à la question d'avant, justement, sur le fait que moi, tel que j'ai compris, c'est quelque part le développeur devrait avoir un peu la responsabilité déjà de se faire une propre code review avant de pousser et qui évite juste de porter directement la responsabilité sur le reviewer ou l'IA. Et finalement, en passant à ça, on pousse, mais on déclenche que quand on est vraiment prêt. On peut pousser du code plusieurs fois et on déclenche la code review quand on estime que c'est prêt. Ouais. Après, les devs ça doit être marqué dans le process, c'est rare que le dev refasse sa code review lui-même avant de l'envoyer à quelqu'un. Quand on le redit aux devs, ils vont le faire une ou deux pendant les 2 semaines qui suivent, et après ça repart n'importe comment, quoi. Ils balancent. Ouais. Du coup, les développeurs utilisent l'IA pour générer le code. Oui. Du coup, vous faites comment pour tout ce qui conflit, parce qu'en fait, je sais que l'IA génère beaucoup de code, et pour tout ce qui est en fait conflit entre les branches, ça peut être unique.
Donc la question c'est, vu que le code est généré par l'IA, ça crée beaucoup de code et donc il y a beaucoup de code dans chacune des branches et est-ce que il n'y a pas des conflits au moment du merge? La réponse est non parce qu'on a chaque branche va être sur un bout de code donné. On va faire gaffe au début que c'est pas tout le monde qui bosse sur les mêmes parties et donc il n'y aura pas ce problème-là. Et on n'accepte pas tout ce que l'IA nous donne direct, quoi. C'est pour ça qu'il y a justement il y a la code review et qu'il y a un humain derrière. Et on va quand même aller poser la question, tiens, ce truc-là, je comprends pas pourquoi tu as fait ça. Et si le gars il devient tout blanc, on sait qu'en fait, lui non plus, il n'a pas compris ce qu'il a fait. Et après, perso, ça m'est arrivé aussi, là, quand on part dans les regex, le truc, je laisse faire ce qu'il veut, j'ai juste un test unitaire derrière qui back le truc. Et voilà, et au pire, c'est jetable. Et voilà. Oui. Toujours sur les code reviews, un retour d'expérience à peu près sur parmi les recommandations qui sont faites, combien il y en a qui sont vraiment pertinentes, qui sont pas fausses mais qui sont pas nécessaires, et à quel point il y en a parfois qui sont peut-être complètement à côté de la plaque et où il faut vraiment pas implémenter ces changements-là parce que ça serait délétère. En pourcentage à peu près Oui, ordre de grandeur. on va dire, donc ton dernier là, le truc qu'il faut surtout pas faire, je l'ai rarement vu, ou alors je lui fais trop confiance pour me dire qu'il ne faut pas le faire. En tout cas avec Claude 4, mais si ça arrive, je te dirais, on est en dessous de 5% des cas où ça arrive. Il y a, on va dire, il y a un bon 70% des trucs qui sont pertinents. Et il y a donc les 25% qui restent, c'est vraiment pour être vraiment clean, quoi. Après, ça sert, donc un autre tour d'expérience, donc on est dev backend, on s'est retrouvé à faire du Terraform. Et donc on a commencé notre Terraform en regardant ce qui a été fait à côté, on l'a repris et tout. Et par exemple, quand on déclare des variables Terraform, il va dire, tiens, mais ta variable Terraform, je m'aperçois qu'elle a toujours ce même pattern-là, donc tu peux rajouter cette règle-là pour vérifier que c'est bien un service account, qui a bien un arrobase au milieu, qui a bien un .com à la fin, qui a machin. Et donc on apprend grâce à ces code reviews là en fait à utiliser des technos qu'on ne maîtrise pas à la base. Et donc pour ça, c'est vraiment bien. Et je crois que tu avais une deuxième partie dans ta question. Non, si c'était ça, c'était. Enfin, il y avait ces trois parties-là. Ça va en gros, tu vois là, le Gemini, j'étais moyen fan de la review qu'il nous a fait versus Claude 4. C'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus concis. Il y avait énormément de texte en fait dans Gemini. Et c'est quand même chiant à lire si tu as beaucoup de trucs. C'était ma question justement, parce que ce que tu nous as montré, c'est assez dense, gros. ouais, Et ouais. donc je me suis dit, est-ce que les gens relisent vraiment? Ça fait un peu peur. Celle-là, Est-ce que c'était parce que tu avais poussé beaucoup de code d'un coup et du coup, il y avait mais beaucoup de au choses à final, dire. le projet, Après, il n'y a le pas front, tant de code que ça. Je sais Ouais. pas si on peut le montrer. Si je peux montrer. Je me souviens pas avoir vu une code review aussi grosse d'un vrai développeur. Ouais. Voilà, non. Donc, J'ai 9 fichiers qu'on changé. On a. Là, ça c'est le code qui va aller. On va résumer. Qui va appeler pour récupérer les changements. Donc on imprime tout simple un expert en code review. Peux-tu faire une revue des changements suivants? Et le truc est là, le résultat en markdown. Là, on a le wrapper de GitLab. Donc cette méthode-là elle récupère les changements de la merge request. Ça poste les commentaires. Et ça supprime les anciens commentaires. Là, on a donc l'orchestrateur quelque part. C'est le bout de code que je vous ai montré dans la présentation. Et là, c'est un test que j'avais fait pour tester indépendamment chacun de mes fichiers. Et voilà, donc j'estime pas qu'il y ait beaucoup de tests, ça a été supprimé. Qu'il y ait beaucoup de code, mais il a écrit beaucoup la Gemini. Après c'était Flash, donc peut-être que le Pro est meilleur. Mais voilà, le modèle va beaucoup faire là. Mais toi c'était dense, il n'y avait pas d'icônes et tout ça. Le Claude c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus agréable. En gros, je l'aurais pas utilisé, j'aurais pas mis en prod le Gemini. Ou alors j'aurais dû optimiser le prompt pour lui dire tu condenses, tu fais un truc un peu plus fun, un peu plus sexy. okay. Oui. Tu as codé un nouveau produit, un nouvel outil qui fait ça. Est-ce que tu as regardé s'il n'y avait pas déjà des gens qui faisaient ça et qui faisaient potentiellement mieux? Mieux dans le sens où là tu te retrouves avec un gros pavé en haut de ta pull request où tu vas parler du fichier X, Y, Z. Alors ça serait plus intéressant d'avoir un commentaire directement sur la ligne dans le fichier qui te dit exactement. Alors c'était mon premier but, ça c'était d'aller arriver à caler le commentaire au bon endroit et il n'y a pas d'API qui me permet de le faire.
Et je sais plus, j'ai vu une autre présentation de quelqu'un qui faisait un truc dans le même genre, et eux aussi c'était un commentaire au début. Mais il faudrait. J'ai regardé comment faire, et en gros il fallait un peu sniffer les appels quand toi tu postes un commentaire à la main, regarder quel était l'appel reste qui était fait, tout ça. Et là ça commençait à être trop galère. Là en gros, en mode sprint d'innovation 80-20, en 20% du temps ça faisait 80% de notre besoin, et donc on est resté là-dessus. Mais oui, il y a peut-être d'autres choses qui arrivent. Ouais. Ce dont je peux parler, c'est, je ne sais pas si vous connaissez To Be Continuous. C'est pas encore intégré parce que je l'ai présenté à plusieurs équipes de mon boulot et ça a bien plu. Et comme ils participent à To Be Continuous, on est en phase, donc là on l'a mis dans le To Be Continuous de notre boîte en mode inner, donc il n'y a que à l'interne qu'on peut l'utiliser. Il faut que je rajoute le truc dont je vous avais dit, qui est de mettre pour que les gens puissent mettre leur propre prompt, et ça devrait arriver ici. Donc ça, To Be Continuous, c'est toute une bibliothèque en gros de jobs, de templates, GitLab déjà tout fait, que vous pouvez utiliser, et je crois qu'on va être dans Tools quand ça sortira. Donc il y a des choses qui permettent de scanner les images Docker, un peu de tout. Oui. C'est quoi pour toi les limites, les trucs que tu